Alors, notre sixième intervention, elle va être très courte. Madame la députée de Lapinière. Merci, Monsieur le Président. Alors, merci pour la réponse au sujet des CLSC. Je vais répéter la question. Est-ce qu'il y a un engagement de la ministre à faire accélérer les négociations pour les ressources intermédiaires? Et je vais vous amener sur un autre sujet rapidement. La CAQ a mis fin au programme d'adaptation de domicile, le PAD. Et ma question, c'est en quoi cette abolition de programme est cohérente avec le virage vers le soutien à domicile? Parce que le PAD, ça permet à une personne d'adapter son logement, une personne qui a un handicap, une personne même qui a eu un accident et qui reste handicapée. Mais comme le programme, la CAQ a mis fin au programme, ben les personnes non seulement doivent vivre dans un milieu qui n'est pas adapté ou alors être hébergés en CHSLD ou maison des aînés. Mais si elle reste quand même à domicile, ben elle se voit refuser des heures du chèque emploi-service parce que son domicile, justement, n'est pas adapté et sécuritaire aux yeux de la CNESST pour laisser entrer des travailleurs. Alors, la personne est prise dans un domicile qui n'est pas adapté, puis elle peut pas avoir de services non plus. Et puis, il faut qu'elle soit hébergée et on connaît la durée des listes d'attente. Alors, merci beaucoup. Votre conclusion maintenant, Madame la ministre. Oui, alors, Monsieur le Président, je remercie encore une fois la députée de Lapinière d'avoir demandé la tenue de cette interpellation. Les échanges que nous avons eus aujourd'hui étaient importants. Ils nous permettent de revenir sur un sujet fondamental pour l'avenir du Québec, le bien-être, la dignité et la qualité de vie de nos aînés. Le vieillissement de la population, ce n'est pas une surprise. Depuis des années, des décennies, on en parle. Et les changements démographiques, ils arrivent. On est en pleine transformation de notre démographie. Faisons attention pour ne pas tomber dans la démagogie quand on parle de vieillissement de la population, puis faire porter le fardeau économique à nos aînés. Un gouvernement responsable doit faire deux choses. Regarder la situation en face et agir concrètement, c'est exactement ça qu'on a fait. Depuis plusieurs années, nous avons fait des aînés une priorité. Non pas seulement dans les discours, mais dans les actions, dans les investissements et dans les grandes réformes que nous avons menées. Aujourd'hui, au cours de cette interpellation, je veux rappeler un élément essentiel. Les mesures que nous avons mises en place forment un tout cohérent. Elles visent toutes les mêmes objectifs, soit permettre aux Québécoises et aux Québécois de vieillir dans la dignité, avec les services de qualité et avec le soutien dont ils ont besoin. D'abord, l'hébergement, on en a parlé longuement au cours des dernières minutes. Mais pendant trop longtemps, le Québec a été prisonnier d'un modèle de CHSLD qui ne répondait plus aux attentes des aînés ni de leurs familles. Les installations étaient vieillissantes, ne correspondaient plus à ce que la population était en droit d'attendre. Nous avons décidé de tourner la page sur ce modèle et de bâtir quelque chose de nouveau. C'est ainsi qu'est né le concept des maisons des aînés, des milieux plus humains, plus chaleureux, plus proches de ce que l'on pourrait appeler un véritable chez-soi. Des lieux où les personnes âgées peuvent vivre dans la dignité, dans des espaces adaptés, avec une approche centrée sur la qualité de vie. Aujourd'hui, des milliers d'aînés vivent déjà dans ces installations et plusieurs autres projets sont en cours à travers le Québec, une version 2.0 améliorée. Ces mesures ont un impact concret. Les listes d'attente diminuent, mes collègues en ont parlé tantôt. Les délais pour obtenir une place se réduisent. Bien sûr, il reste du travail à faire, mais la tendance est claire. Nous avançons dans la bonne direction. Ensuite, je voulais revenir brièvement sur le soutien à domicile. La grande majorité des aînés souhaitent demeurer dans leur maison le plus longtemps possible. Et c'est un souhait qui est profondément humain. C'est aussi une orientation logique pour un système de santé moderne. Nous avons renversé la tendance du financement. Pour une première fois, c'est notre gouvernement qui l'a fait, en accordant plus de financement en soutien à domicile. C'est un véritable virage à domicile qui est en train d'être entrepris, puis ça se fait pas en dedans de quelques semaines. Ça se fait au fur et à mesure. On a maintenant une politique nationale, on a un plan d'action et on va continuer de suivre
la progression de toutes ces actions. On a fait des investissements majeurs. En quelques années, les budgets consacrés à ces services ont augmenté de façon importante. On a doublé le financement du soutien à domicile. Concrètement, ça signifie davantage d'heures de soins, davantage de soutien pour les personnes en perte d'autonomie et davantage de services offerts directement dans la communauté. Aujourd'hui, plus de 400 000 personnes, des Québécois, Québécoises, reçoivent chaque année des services de soutien à domicile. Au-delà des investissements, nous avons aussi voulu nous donner une direction claire pour l'avenir. C'est pourquoi nous avons lancé cette politique nationale de soutien à domicile, mais aussi le grand programme Fierté de vieillir. Alors, si je reviens sur la politique nationale à domicile, ça faisait plus de 20 ans que la politique nationale de soutien à domicile n'avait pas été révisée. Elle met l'accent sur la prévention, sur l'accès aux services et sur l'innovation. Elle repose également sur une collaboration étroite avec nos partenaires et sur un rôle renforcé pour les services de première ligne. Notre objectif est simple, permettre davantage d'aînés de rester chez eux dans leur communauté aussi longtemps que possible. Je veux revenir sur les résidences pour aînés. Ces résidences pour aînés ont fait l'objet de plusieurs articles médiatiques depuis les 8 dernières années. Elles jouent un rôle important dans l'offre de services. Plusieurs ont été fragilisés avant même l'arrivée de la pandémie. Et avec la pandémie, plusieurs ont décidé de ne plus continuer d'offrir des services pour toutes sortes de raisons. Alors, notre gouvernement a donc décidé d'intervenir pour soutenir ce secteur. On a investi comme aucun gouvernement l'a fait dans les RPA. Puis pourtant, les RPA au Québec, là, ça poussait comme des champignons depuis les 20-25 dernières années. Personne n'a vu ça. On voyait les grandes tours d'aînés pousser un peu partout, et puis personne regardait dans les gouvernements précédents qu'est-ce qui allait se passer avec les gens qui acceptaient d'aller vivre là, puis qui étaient très heureux d'y entrer parce qu'ils avaient 74 ans, 75 ans. Personne n'a regardé ça. Bien nous, Monsieur le Président, on l'a fait. On a regardé le modèle RPA. Puis on veut continuer de travailler à simplifier les règles administratives pour les RPA, trouver un meilleur équilibre aussi avec la sécurité des résidents, la viabilité de ces établissements. Ce ne sont pas des institutions publiques. Alors, il faut aussi avoir cette marge de manœuvre. Parce qu'au final, l'objectif est clair. On veut avoir un réseau diversifié de milieux de vie pour répondre aux besoins variés des aînés. On a parlé d'hébergement, mais parlons aussi du logement. On a construit du logement abordable pour les aînés, notamment avec Mission Unité Aînée. 17 fois 100 logements abordables pour les aînés. Bien, il faut en parler de ça. C'est pas de l'hébergement, mais ça fait une très grande différence pour les aînés, avoir un logement qui est abordable en fonction de leurs revenus, puis avoir un lieu de socialisation. Les dernières années ont été marquées par une hausse importante du coût de la vie. Nous savons que cette réalité touche en particulier les personnes âgées à revenus plus modestes. On a mis en place plusieurs mesures destinées aux aînés à faible revenu ou à revenus modestes. Ces mesures permettent de donner plus d'argent à des milliers de personnes âgées afin de les aider à faire face aux dépenses de leur quotidien. On a également bonifié différents crédits d'impôt, maintien à domicile, soutien aux proches aidants. Ces mesures offrent un appui financier concret pour les familles qui accompagnent un proche en perte d'autonomie. On a agi aussi parce que les aînés, c'est une force vive du Québec aussi. Et les aînés veulent continuer de faire une différence. Les aînés s'investissent dans nos centres d'action bénévole. Ils sont une force vive. Ils veulent retourner plusieurs sur le marché du travail. Donc, on a agi aussi pour favoriser le retour au travail pour ceux qui le désirent afin qu'ils ne soient pas pénalisés dans leur fonds de retraite notamment et au niveau de leur grille d'imposition. Parce que vous savez, Monsieur le Président, derrière chaque personne âgée qui a besoin d'aide, il y a aussi des personnes proches aidantes qui donnent énormément de leur temps, de leur énergie, de leur cœur. Nous sommes le gouvernement qui a mis en place le plus grand plan d'action sur la proche aidance. Puis on veut continuer d'investir à ce niveau-là. Le Québec a fait des pas très importants pour reconnaître leur rôle et leur contribution. Nous avons adopté une loi spécifique sur la proche aidance, mis en place une politique nationale
déployer un plan d'action complet pour soutenir les proches aidants qui jouent un rôle essentiel dans notre société. Ces gestes témoignent d'une volonté claire, reconnaître officiellement la proche aidance et offrir des outils concrets pour accompagner un parent, un conjoint, un ami, quelqu'un en perte d'autonomie. Toutes ces actions démontrent une chose. Nous avons choisi d'agir. Agir pour moderniser nos milieux d'hébergement. Agir pour développer les services à domicile. Agir pour soutenir les RPA. Agir pour appuyer financièrement les aînés au Québec. Et agir pour reconnaître et soutenir les proches aidants. Évidemment, personne ne prétend que tout est parfait. Aucun gouvernement n'est parfait. Les besoins sont immenses, les défis sont nombreux, les attentes de la population sont élevées et à juste titre. Mais aujourd'hui, nous pouvons affirmer avec conviction que le Québec s'est engagé sur une voie claire pour répondre au vieillissement de la population. Une voie où le vieillissement de la population n'est pas vu comme un problème, mais comme une réalité à laquelle nous devons nous préparer avec sérieux, humanité et détermination, avec des discours qui ne sont pas des discours d'apocalypse. Faisons attention. Nos aînés ont bâti le Québec d'aujourd'hui. Ils ont contribué à notre prospérité, à notre culture et à nos institutions. La moindre des choses est de leur offrir en retour des conditions de vie qui reflètent la reconnaissance et le respect qu'ils méritent. C'est dans cet esprit que nous continuerons notre travail. Merci, Monsieur le Président. Madame la ministre, Madame la députée de Lapinière, la conclusion de cette interpellation vous appartient. C'est bien 10 minutes, Monsieur le Président? Non? C'est bien pour 10 minutes? Oui. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Alors, encore une fois, merci à toutes les personnes qui ont participé à cette interpellation. J'y vais en rafale sur divers sujets dont on a parlé, Monsieur le Président. Alors, premièrement, pour ce qui est des ressources intermédiaires, là, c'est clair que le gouvernement et la ministre savent très bien que le financement actuel est insuffisant, tant pour l'exploitation des ressources intermédiaires existantes que pour le développement de nouvelles places. Mais au lieu de rehausser le financement pour tout le réseau dans un cadre clair et connu de toutes les parties, bien, la CAQ a laissé aller les choses pendant la dernière année et n'a pas répondu aux cris d'alarme, aux cris du cœur des RI ces 2 dernières années. Alors, les négociations ne sont pas terminées. Je comprends que la ministre ne peut pas s'immiscer dans les négociations, mais j'ai demandé 2 fois et elle n'a pas pris d'engagement à s'assurer que le tout se déroule rapidement pour s'assurer que les RI puissent survivre. Et le problème, bien, il ne va pas se régler tout seul. Alors, il faut accélérer les choses. Deuxièmement, en ce qui concerne les RPA, bien, le refus d'inviter les partenaires en commission parlementaire en 2023 pour trouver des solutions structurantes, ça parle de lui-même. Et puis, les résultats catastrophiques sont là, 740 RPA fermés depuis le 2018 sous le règne de la CAQ. Il faut savoir que les aînés en RPA, il y a différentes catégories de RPA. Et dans les catégories où il y a des soins du soutien à domicile qui sont donnés, parfois c'est très long quand l'état d'une personne se détériore. C'est très long avant que le CIS accepte de venir faire l'évaluation, une nouvelle évaluation de la personne. Et quand elle est en dépassement de services, la RPA continue de lui donner les services, mais n'est pas payée pour. Alors, ça explique que les coûts augmentent dans les RPA. C'est une des raisons, pas la seule. Et là, c'est un peu tout le monde, j'ai l'impression, qui paye pour ces hausses de coûts parce que les loyers augmentent pour que tout arrive. Alors, la rentabilité n'est plus au rendez-vous pour un grand nombre et surtout les petites RPA de moins de 100 places ne sont plus viables économiquement au Québec. Puis, ben, le problème, évidemment, c'est surtout que les personnes à faible et moyen revenu ne peuvent plus, qui pensaient pouvoir toujours rester dans leur RPA, ben, ne peuvent plus faire face aux hausses de loyer et aux hausses de coûts pour les services. Puis ces personnes-là, ben, elles ne savent plus où aller et ça m'inquiète beaucoup. Je ne veux pas être alarmiste, mais on le voit qu'il y a beaucoup d'aînés qui sont en itinérance, là. Et pour eux, c'est la première fois de leur vie qu'ils sont en itinérance. Ça ne peut pas continuer comme ça. Alors, je n'aurais pas pensé en 2023
parlerait d'itinérance des aînés en 2026. Mais il me semble que si on avait étudié cette question-là avec les parties prenantes, on aurait peut-être évité des cas comme cela. Maintenant, pour ce qui est du rôle de porte d'entrée des CLSC, alors merci pour la réponse. J'ai cru comprendre que ça va se déployer quand il va y avoir une politique de première ligne. Alors, j'espère, j'imagine que oui, j'espère que cette politique de première ligne va être arrimée à la politique de soutien à domicile aussi. Et j'aurais aimé, peut-être que j'ai oublié de poser la question, j'aurais aimé savoir quand le plan d'action va être connu pour la politique de soutien à domicile, parce que je ne l'ai pas vu sortir, en tout cas, si c'est fait. Pour ce qui est j'allais dire du chèque emploi-service, plutôt de l'allocation autonomie à domicile, pour utiliser son nouveau nom. Ce que je comprends des réponses de la ministre, c'est que les gens auront le choix, les personnes proches aidantes auront le choix, ou bien elles pourront s'en servir pour être rémunérées pour une prestation de service, ou bien elles ne le feront pas, puis elles pourront conserver, si elles y ont droit, le crédit d'impôt pour personnes proches aidantes, mais elles n'auront pas droit aux deux, puisque la ministre a dit que ces personnes devront se qualifier comme travailleurs pour avoir droit à l'allocation autonomie à domicile. Alors, si je prends un exemple, Monsieur le Président, d'une personne proche aidante qui aurait 10 heures d'allocation autonomie à domicile à 21 $ de l'heure, ça lui ferait un revenu de 10 920 $. Et puis, le crédit d'impôt, elle le perdrait. Alors, il faut juste que les gens soient au courant de cela parce que ça n'est pas sorti durant l'annonce. Puis, c'est important que les gens soient bien au courant pour prendre une décision éclairée, comme en toute chose dans la vie. J'ai abordé tout à l'heure, Monsieur le Président, le programme d'adaptation de domicile qui a des conséquences déplorables pour les personnes qui ont besoin de faire adapter leur domicile. Et surtout que ces personnes veulent rester à domicile, seraient plus heureuses à domicile si les lieux étaient adaptés, mais qu'elles sont parfois obligées. On en a vu un cas que ma collègue, la députée de Mille-Îles, a amené en période de questions hier ou avant-hier. Parfois, on est obligé, la personne est obligée d'être hébergée, mais 15, 25, 30 ou même 50 000 $ qui était le plafond pour le PAD, qui est payé une fois pour adapter le domicile de la personne, c'est quand même beaucoup moins cher que le coût d'héberger une personne en maison des aînés ou en CHSLD, qui est un coût annuel qui dépasse les 100 000 $. Alors, il y aurait peut-être un travail à faire ici pour être en cohérence. Je ne crois pas que le PAD relève de la ministre de la Santé. Je crois qu'il relève de la ministre de l'Habitation, mais ce serait important qu'il y ait un lien qui se fasse ici parce que c'est vraiment une perte importante. Maintenant, je comprends qu'il faut absolument respecter la loi en ce qui concerne les appels d'offres, les contrats, mais là, on est en train de changer de registre. Les entreprises d'économie sociale puis les organismes communautaires en santé et services sociaux qui offraient du répit avaient le droit d'avoir des contrats de gré à gré avec les CIS. Et là, avec l'avenue de Santé Québec, c'est ça qui est en train de changer. Et là, les CIS vont en appel d'offres. Mais il y a des solutions. Il y a des solutions à cela. Et les organismes communautaires qui ont interpellé la ministre et son cabinet, qui lui ont écrit, ont proposé des solutions. Alors, j'aimerais bien que la ministre puisse voir ces solutions-là, en discuter avec les CIS ou avec Santé Québec, mais arrêter d'envoyer les gens tourner en rond, à ne pas savoir à qui s'adresser et à se faire renvoyer la balle un peu partout parce que ça n'aide pas personne. Ça n'aide pas personne. Et puis, on veut que les entreprises d'économie sociale en soutien à domicile continuent de travailler. Elles servent 100 000 personnes actuellement. Idéalement,
elle doublerait, évidemment pas demain matin, mais elle doublerait le nombre de personnes qu'elle pourrait servir. Puis les organismes communautaires, ce sont autant les ESSAD que les organismes communautaires sont implantés, sont enracinés dans le territoire. Elles connaissent les gens. Il y a un lien qui est fait, un lien presque organique avec les personnes proches aidantes, par exemple, qui vont pour le répit. Et ce serait tellement dommage que ce soit détruit par les appels d'offres. Ce serait une perte incommensurable pour le Québec, alors qu'on a un beau modèle pour ces activités-là. On ne veut pas la déstructuration des ESSAD ni la disparition des organismes communautaires. Il me reste peu de temps. Je n'avais pas beaucoup parlé des CHSLD ni des maisons des aînés et je sais que c'est un sujet sensible pour la ministre et je peux le comprendre. Et quand on parle de combien ça coûte la porte, c'est vrai qu'on le dit pour les maisons des aînés, ou qu'on le dit dans le domaine immobilier. On le dit pas dans les hôpitaux, mais c'est parce que dans les hôpitaux, il y a un roulement de personnes quotidien ou quelques jours ou à la semaine. Rares sont les personnes qui sont hospitalisées aussi longtemps, mais parce que les maisons des aînés, ce sont des milieux de vie. Et quant à moi, les coûts faramineux des maisons des aînés, c'est ce que je reproche, c'est pas la nouvelle formule, ce n'est pas les maisons elles-mêmes et puis la façon de traiter les gens dans les milieux de vie, c'est que avec des espaces, peut-être pour les espaces communs qui auraient été moins vastes, des cuisines moins vastes. Il y a des équipements, je suis pas certaine que les équipements qui sont là sont utilisés. Ben, on aurait pu créer des places dans les mêmes maisons si on veut, mais pour un plus grand nombre de personnes et la liste d'attente qui est à 3056 personnes avec une attente moyenne de 7 mois et demi pour entrer, ben, ce serait mieux. Merci beaucoup, Madame la ministre. Compte tenu de l'heure, je lève